Alors effectivement, je vais essayer de vous parler de la variable économique. Je pense que je me sens très très concerné par les deux sujets précédents. Il fallait aussi faire des choix et vous parler d'un petit peu autre chose. Alors je vais commencer très très rapidement par vous présenter ce qu'est Seoul pour situer le contexte. Seoul, comme son nom l'indique et comme les planches en anglais le démontrent, est une société française à 100%. C'est une chose qui est extrêmement intéressante et importante. L'origine de cette société, c'est une société armatrice qui est connue avant tout pendant des années et des années comme étant une société qui exploite des bateaux pour le compte principalement de l'État français. Alors aujourd'hui, on a étendu notre capacitaire sur 7 grandes lignes d'activité. Je vais vous parler des 2 premières. On a 5 lignes qui sont dédiées à l'activité énergie et 2 lignes qui sont très proches des activités de la défense, qui sont les activités marines et les activités technologiques. En termes de marine, nous venons d'un monde d'armateurs. Nous exploitons des navires, des gros bateaux, pour le compte de l'État français principalement. Les deux de gauche sont exploités au titre de l'action de l'État en mer. Ils font du remorquage de haute mer, du sauvetage en mer. Les 2 en haut à droite ont comme activité l'entraînement des forces, l'entraînement de la marine nationale, en tirant des cibles, en exploitant des drones aériens, des drones de surface. Et les 2 du bas sont affrétés par les préfectures maritimes pour le sauvetage en mer des migrants. Alors de ce monde-là, on s'est dit il faut qu'on aille plus loin et qu'on crée de la valeur. La création de valeur consistait à se dire une partie de ces missions-là, une partie des missions du rôle de marin peuvent être faites par des systèmes autonomes. Et donc on a investi massivement en technologie au travers d'une filiale qui est Seoul Technologies et qui travaille dans plusieurs domaines d'activité, dont un domaine très important qui est l'autonomie décisionnelle. Sur la photo du haut, qui est la photo intéressante, les 2 bateaux sur cette photo-là sont des bateaux inhabités, sont des bateaux unmanned, sont des bateaux, des drones en quelque sorte. Celui de gauche, c'est un très gros bateau de la flotte Seoul que nous avons fait le choix de téléopérer à titre expérimental. On s'est dit, est-ce qu'on arriverait à opérer un bateau de cette taille, de 80 mètres, à distance, de l'exploiter à distance et de lui donner un rôle opérationnel? Et on s'est dit, face à ça, on va être bloqué par quelques grands éléments, dont l'un, c'est la réglementation. Est-on capable d'obtenir le droit d'exploiter un navire autonome de cette taille ? On a obtenu un permis de navigation. L'autre, c'est un beaucoup plus petit navire, qui est un navire de 11 mètres et qui fait de la surveillance maritime. Alors à ce titre, vous commencez à voir l'importance du rôle économique là-dedans. On se dit, peut-on exploiter un navire de cette taille et a-t-il une valeur économique et peut-il être compétitif vis-à-vis d'un navire habité? Et dans quelle mesure va-t-on trouver de la place à cela? Alors, je vous ai parlé de la logique expérimentale, Naval Group l'a présenté avant, c'est une évidence, on passe par de l'expérimentation, ça c'est le permis de navigation et on voit le commandant du navire qui est parisien ce jour-là et qui pilote son propre navire qui est à Toulon et qui fait une sortie, qui part devant Cap-Sissier et qui revient en full téléopération avec l'obtention d'un permis de navigation. Ces éléments-là, à ce moment-là, ne nous donnent aucune idée de notre capacité à être économiquement viable ou à ne pas l'être. Et donc on cherche le modèle opérationnel. Le modèle opérationnel, il est confronté dès qu'on se confronte à un élément client. Alors notre élément client, je vais le situer au travers de 2-3 exemples, les uns après les autres. Le premier, c'est celui-ci. C'est un contrat qu'on a signé il y a 2 ans pour la réalisation de navires téléopérés de grande taille qui font 60 mètres, 3000 tonnes, 15 mètres de large, qui font du transport de marchandises d'île en île pour le compte d'Abu Dhabi et sur lequel l'enjeu a été simple. Dès le départ, dès la première heure de la discussion avec notre potentiel client, notre client a été fasciné, intéressé, passionné par l'idée de téléopérer son navire. Immédiatement après, mais immédiatement dès le premier jour, le sujet était « est-ce que ce sera économiquement viable ? Est-ce que économiquement, je n'ai pas plus intérêt à avoir un navire habité ?» Et donc sont entrées toutes les composantes du coût en jeu. La première, est-ce que le navire est moins cher ou plus cher que s'il était habité? Il est beaucoup plus cher. Il est à peu près 1/3 plus cher. Déjà, on a perdu. Sauf que on exploite et là, on se met à gagner un petit peu. Alors, quand on passe en exploitation, on va économiser une partie de l'équipage. Il reste un commandant qui est à distance, mais il reste un commandant, il reste un rôle opérationnel, il reste un mécanicien, il reste des personnes pour le charger. Donc, on exploite un peu et on gagne un petit peu en main-d'œuvre.
Par contre, le navire, il tourne H24. H24 sans difficulté. On le surfiabilise, on lui crée des éléments lui donnant une logique opérante beaucoup plus forte. Et enfin, où se fait le gain majeur? Le gain majeur, de façon paradoxale, se fait sur la disponibilité des équipages. Un navire, un landing craft, qui a pour but de transférer du matériel d'île en île, s'il manque le cuisinier, il ne démarre pas. Ça peut paraître anecdotique, mais l'équipage ne part pas s'il n'y a pas le cooker. S'il n'y a pas le cooker, on est embêté. Quand on exploite une flotte de 120 navires, comme le font nos clients, la demande est immédiate. Est-ce que vous allez nous offrir un niveau de disponibilité supérieur? Et donc on doit le démontrer, ça devient calculatoire, ça devient de la performance économique. Ce sujet du life cycle cost, vu dans son ensemble, depuis son design jusqu'à sa fin de vie, est primordial. Un deuxième effet, qui est vu juste derrière, c'est qu'on a une économie très très forte, il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de facilities, il n'y a pas d'eau noire, il n'y a pas tout ce qui peut représenter des coûts très très importants de l'exploitation d'un navire. Alors c'est un gain économique et c'est aussi un gain en masse embarquée. Le poids vide du bateau en enlevant toute sa cellule équipage, c'est 20%. 20% de gain sur cette cellule-là. Ça veut dire 20% de charge en plus, 20% du poids du navire en charge supplémentaire. Donc en fait, c'est un pivot économique et pas uniquement une logique technologique. La logique technologique à part entière et seule ne serait pas suffisante à cette exploitation. Venons-en à des USV un peu plus classiques. Là, on est sorti un peu du monde habituel. Si on rentre dans des USV un peu plus classiques, voilà le genre d'USV qu'on fait. Je vais citer au travers de 3 exemples. Un USV à monde civil, qui est le premier tout à gauche, orange et blanc aujourd'hui. Un USV à vocation militaire et un troisième à vocation d'entraînement. Le premier, le voici. C'est un navire qui est exploité, qui est aujourd'hui au Nigeria, et qui est exploité pour le compte de Total Energy pour réaliser de la protection des plateformes. Ce bateau, ça a été très 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 compliqué de le faire partir au Nigeria. La complexité du Nigeria est bien au-delà de ce qu'on en espérait. Là aussi, l'enjeu économique était une évidence. L'enjeu économique est à 2 titres de driver. Le premier d'entre eux, c'était de dire la comparaison de coûts face à l'exploitation immédiate. Il fait de la surveillance et de la protection. Aujourd'hui, ils utilisent les exploitants utilisent des navires de sûreté avec 14 personnes à bord, un bateau de 40 mètres. On s'est remplacé ce bateau de 40 mètres par un bateau de 10 mètres pour faire quasiment la même fonction. Économiquement, le gain, il est de l'ordre de 80%. Fantastique, est-ce suffisant? Non, ça n'est pas suffisant. Il y a une deuxième logique économique qui est la logique de régionalité. Le navire utilisé en sûreté avec 14 personnes à bord, c'est de l'exploitation locale, c'est du savoir-faire local, c'est une nécessité aussi de faire travailler les gens en local. Et donc, on se doit aussi, avec un déploiement qui est économiquement bien meilleur, qui a tous les avantages du monde, de donner une localité à ces utilisations, donc de transférer aussi du savoir-faire d'exploitation, pas du savoir-faire technologique, pour créer une capacité locale. Donc là aussi, on a des questions de pivot économique pour être capable de réaliser et d'exploiter. Venons-en au monde militaire maintenant. Le monde militaire, ici, un petit navire qui était présenté à Euronaval, qui aujourd'hui est en mer, aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques mois, et qui, on l'espère, sera bientôt utilisé par la Marine nationale, ce qui devrait tarder. Ce bateau-là, lui aussi, a une contrainte économique et elle est encore différente. Est-ce que le sujet est le coût primaire du bateau? Oui, un petit peu. Il faut qu'il soit raisonnable. Par contre, il y a aussi un sujet de temps d'exploitation. Un engin comme celui-là, de notre avis d'industriel, et ce qu'a dit Naval Group d'ailleurs tout à l'heure, ne doit pas être programmatif. Ce sont des engins à faible coût, dont l'objectif est d'avoir des durées de vie, puisque les systèmes évoluent extrêmement vite, qui soient courts, c'est-à-dire que l'ordre d'idée d'une durée de vie d'un USV de ce genre-là sera la dizaine d'années, et pas 20 ans, 30 ans, comme peuvent l'être des programmes standards. Et donc ça veut dire qu'il faut optimiser les coûts pour faire des engins qui soient capables d'évoluer en permanence. Et un des grands rôles de l'industriel, c'est d'avoir un design évolutif permanent et d'avoir des engins qui ne seront jamais les mêmes. On n'est pas sur du programme standard à 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme peuvent l'être des frégates. On n'a pas cette capacité-là, on doit être agile, rapide, low cost. Sujet important. Je vais finir avec un sujet très amusant. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, vu les attaques qui ont été faites en Ukraine sur des navires russes.
Et les Ukrainiens ont coulé le Moskva, qui est une unité de très très forte valeur, à partir de jet skis bricolés. Un peu plus que des jet skis, mais des jet skis bricolés. Cette contrainte-là, elle a créé un trouble dans toutes les marines de premier rang. Ce trouble, c'était de se dire, finalement, en fait, la capacité de systèmes extrêmement simples à détruire un navire de premier rang est quand même extrêmement forte. Donc on se doit de créer un outil nous permettant d'apprendre à lutter contre ce genre de choses. La marine, en juillet de l'année dernière, nous a notifié la réalisation d'un lot d'USV pour faire de l'attaque en meute. Et nous a dit, attaquez nos frégates, on va faire passer 4 frégates dans un entraînement et vous allez les attaquer et on va tester notre capacité à lutter. But du jeu, vous poussez à l'extrême la logique, on va faire des premières passes et à partir de la 3e passe, on tirera dessus. Vous comprenez immédiatement la logique économique associée à cela. Si on tire dessus, s'ils valent un demi-million, autant vous dire que ça va calmer un peu tout le monde. Donc on a des logiques de coût qui deviennent extrêmement contraintes. Cet engin-là, donc on a déployé une première meute. Je n'ai pas envoyé de film parce que c'était un petit peu lourd en termes de data. Voilà, ça fait une meute, là vous en avez 3 qui attaquent dans le bas gauche une frégate et qui foncent ensemble sur un même but avec une intention d'attaque qui a pour but de faire un entraînement. Les marins nous ont tiré dessus. Il y a un très très beau film fait par le Journal de la Défense que vous pouvez trouver en ligne qui présente cette exploitation. Les marins nous ont tiré dessus, ont abattu plusieurs de nos drones. On est extrêmement content qu'ils aient réussi à les abattre. On rejoue cette année à nouveau avec la marine, on augmente la complexité et là aussi on reste dans une logique de très très forte contrainte éco et cette fois sur le système lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que fonctionnellement, quand des fonctions drones, elles peuvent être vastes, ça peut être de la surveillance, ça peut être des systèmes de recording, de la carto, tous ces éléments-là sont nécessaires à faire un drone, de la cybersécurité, de la communication. Eh bien, vous avez des senseurs capables, des éléments capables techniquement de réaliser cette même mission, et donc on se doit de faire des choix. Prenons l'exemple aussi simple que la fonction vision. La fonction vision, vous pouvez la réaliser avec une caméra à 60 € achetée sur Amazon, et je n'exagère pas, jusqu'à une caméra à 1 million d'euros. Il y a donc une logique très forte de choix à faire en fonction de l'usage. Ces logiques se doivent de respecter la logique opérationnelle en permanence. Et donc c'est autour de ce sujet-là que je voulais condenser la présentation de ce qu'est un USV. Un USV, ça n'est pas une solution, ça n'est pas une technologie, c'est une multitude de technologies. C'est des choix à faire en fonction des fonctions qu'on veut réaliser. On peut les prendre ou ne pas les prendre. Typiquement, prenons l'exemple de la détection. Veut-on un engin qui soit capable d'éviter tout seul les autres, de lui donner des fonctions intelligentes, embarquées, capables d'être compliantes, d'être conformes aux règles du Colreg? Oui, non. Un petit navire qui est vendu moins de 100 000 €, il est hors de question que ce soit possible. C'est impossible dans le coût imparti. Donc, présentons-nous l'idée qu'un USV est une logique technologique, mais aussi et avant tout une logique économique. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de tenir le timing. Alors effectivement, je vais essayer de vous parler de la variable économique. Je pense que je me sens très très concerné par les 2 sujets précédents. Il fallait aussi faire des choix et vous parler d'un petit peu autre chose. Alors je vais commencer très très rapidement par vous présenter ce qu'est Seaoil pour situer le contexte. Seaoil, comme son nom l'indique et comme les planches en anglais le démontrent, est une société française à 100%. C'est une chose qui est extrêmement intéressante et importante. L'origine de cette société, c'est une société armatrice qui est connue avant tout pendant des années et des années comme étant une société qui exploite des bateaux pour le compte principalement de l'État français. Alors aujourd'hui, on a étendu notre capacitaire sur 7 grandes lignes d'activité. Je vais vous parler des 2 premières. On a 5 lignes qui sont dédiées à l'activité énergie et 2 lignes qui sont très proches des activités de la défense, qui sont les activités marines et les activités technologiques. En termes de marine, nous venons d'un monde d'armateurs. Nous exploitons des navires, des gros bateaux, pour le compte de l'État français principalement. Les 2 de gauche sont exploités au titre de l'action de l'État en mer. Ils font du remorquage de haute mer, du sauvetage en mer.
Les deux en haut à droite ont comme activité l'entraînement des forces, l'entraînement de la Marine nationale, en tirant des cibles, en exploitant des drones aériens, des drones de surface. Et les deux du bas sont affrétés par les préfectures maritimes pour le sauvetage en mer des migrants. Alors de ce monde-là, on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin et qu'on crée de la valeur. La création de valeur consistait à se dire, une partie de ces missions-là, une partie des missions du rôle de marin peuvent être faites par des systèmes autonomes. Et donc on a investi massivement en technologie au travers d'une filiale qui est Seaoul Technologies et qui travaille dans plusieurs domaines d'activité, dont un domaine très important qui est l'autonomie décisionnelle. Sur la photo du haut, qui est la photo intéressante, les deux bateaux sur cette photo-là sont des bateaux inhabités, sont des bateaux unmanned, sont des bateaux, des drones en quelque sorte. Celui de gauche, c'est un très gros bateau de la flotte Seaoul que nous avons fait le choix de téléopérer à titre expérimental. On s'est dit, est-ce qu'on arriverait à opérer un bateau de cette taille, de 80 mètres, à distance, de l'exploiter à distance et de lui donner un rôle opérationnel. Et on s'est dit, face à ça, on va être bloqué par quelques grands éléments, dont l'un, c'est la réglementation. Est-on capable d'obtenir le droit d'exploiter un navire autonome de cette taille ? On a obtenu un permis de navigation. L'autre, c'est un beaucoup plus petit navire, qui est un navire de 11 mètres, et qui fait de la surveillance maritime. Alors à ce titre, vous commencez à voir l'importance du rôle économique là-dedans. On se dit, peut-on exploiter un navire de cette taille et a-t-il une valeur économique et peut-il être compétitif vis-à-vis d'un navire habité? Et dans quelle mesure va-t-on trouver de la place à cela? Alors, je vous ai parlé de la logique expérimentale, Naval Group l'a présenté avant, c'est une évidence, on passe par de l'expérimentation, ça c'est le permis de navigation et on voit le commandant du navire qui est parisien ce jour-là et qui pilote son propre navire qui est à Toulon et qui fait une sortie, qui part devant Cap-Sissier et qui revient en full téléopération avec l'obtention d'un permis de navigation. Ces éléments-là, à ce moment-là, ne nous donnent aucune idée de notre capacité à être économiquement viable ou à ne pas l'être. Et donc, on cherche le modèle opérationnel. Le modèle opérationnel, il est confronté dès qu'on se confronte à un élément client. Alors, notre élément client, je vais le situer au travers de 2-3 exemples, les uns après les autres. Le premier, c'est celui-ci. C'est un contrat qu'on a signé il y a 2 ans pour la réalisation de navires téléopérés de grande taille qui font 60 mètres, 3000 tonnes, 15 mètres de large, qui font du transport de marchandises d'île en île pour le compte d'Abu Dhabi et sur lequel l'enjeu a été simple. Dès le départ, dès la première heure de la discussion avec notre potentiel client, notre client a été fasciné, intéressé, passionné par l'idée de téléopérer son navire. Immédiatement après, mais immédiatement dès le premier jour, le sujet était « est-ce que ce sera économiquement viable ? Est-ce que économiquement, je n'ai pas plus intérêt à avoir un navire habité ?» Et donc sont entrées toutes les composantes du coût en jeu. La première, est-ce que le navire est moins cher ou plus cher que s'il était habité? Il est beaucoup plus cher. Il est à peu près 1/3 plus cher. Déjà, on a perdu. Sauf que on exploite et là, on se met à gagner un petit peu. Alors, quand on passe en exploitation, on va économiser une partie de l'équipage. Il reste un commandant qui est à distance, mais il reste un commandant, il reste un rôle opérationnel, il reste un mécanicien, il reste des personnes pour le charger. Donc on exploite un peu et on gagne un petit peu en main-d'œuvre. Par contre, le navire, il tourne H24. H24 sans difficulté. On le surfiabilise, on lui crée des éléments lui donnant une logique opérante beaucoup plus forte. Et enfin, où se fait le gain majeur? Le gain majeur, de façon paradoxale, se fait sur la disponibilité des équipages. Un navire, un landing craft qui a pour but de transférer du matériel d'île en île, s'il manque le cuisinier, il ne démarre pas. Ça peut paraître anecdotique, mais l'équipage ne part pas s'il n'y a pas le cooker. S'il n'y a pas le cooker, on est embêté. Quand on exploite une flotte de 120 navires, comme le font nos clients, la demande est immédiate. Est-ce que vous allez nous offrir un niveau de disponibilité supérieur? Et donc on doit le démontrer, ça devient calculatoire, ça devient de la performance économique. Ce sujet du life cycle cost, vu dans son ensemble, depuis son design jusqu'à sa fin de vie, est primordial. Un deuxième effet, qui est vu juste derrière, c'est qu'on a une économie très très forte. Il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de facilities, il n'y a pas d'eau noire, il n'y a pas tout ce qui peut représenter des coûts très très importants de l'exploitation d'un navire. Alors c'est un gain économique et c'est aussi un gain en masse embarquée. Le poids à vide du bateau en enlevant toute sa cellule équipage, c'est 20%. 20% de gain sur cette cellule-là.
Ça veut dire 20% de charge en plus, 20% du poids du navire en charge supplémentaire. Donc en fait, c'est un pivot économique et pas uniquement une logique technologique. La logique technologique à part entière et seule ne serait pas suffisante à cette exploitation. Venons-en à des USV un peu plus classiques. Là, on est sorti un peu du monde habituel. Si on rentre dans des USV un peu plus classiques, et ben voilà le genre d'USV qu'on fait. Et je vais citer au travers de 3 exemples. Un USV à monde civil, qui est le premier tout à gauche, orange et blanc aujourd'hui. Un USV à vocation militaire et un troisième à vocation d'entraînement. Le premier, le voici. C'est un navire qui est exploité, qui est aujourd'hui au Nigeria, et qui est exploité pour le compte de Total Energy pour réaliser de la protection des plateformes. Ce bateau, ça a été très compliqué de le faire partir au Nigeria. La complexité du Nigeria est bien au-delà de ce qu'on en espérait. Là aussi, l'enjeu économique était une évidence. L'enjeu économique est à 2 titres de driver. Le premier d'entre eux, c'était de dire la comparaison de coûts face à l'exploitation immédiate. Il fait de la surveillance et de la protection. Aujourd'hui, ils utilisent les exploitants utilisent des navires de sûreté avec 14 personnes à bord, un bateau de 40 mètres. On s'est remplacé ce bateau de 40 mètres par un bateau de 10 mètres pour faire quasiment la même fonction. Économiquement, le gain, il est de l'ordre de 80%. Fantastique, est-ce suffisant? Non, ça n'est pas suffisant. Il y a une deuxième logique économique qui est la logique de régionalité. Le navire utilisé en sûreté avec 14 personnes à bord, c'est de l'exploitation locale, c'est du savoir-faire local, c'est une nécessité aussi de faire travailler les gens en local. Et donc, on se doit aussi, avec un déploiement qui est économiquement bien meilleur, qui a tous les avantages du monde, de donner une localité à ces utilisations, donc de transférer aussi du savoir-faire d'exploitation, pas du savoir-faire technologique, pour créer une capacité locale. Donc là aussi, on a des questions de pivot économique pour être capable de réaliser et d'exploiter. Venons-en au monde militaire maintenant. Le monde militaire, ici, un petit navire qui était présenté à Euronaval, qui aujourd'hui est en mer, aujourd'hui d'ailleurs, depuis quelques mois, et qui, on l'espère, sera bientôt utilisé par la Marine nationale, ce qui devrait tarder. Ce bateau-là, lui aussi, a une contrainte économique, et elle est encore différente. Est-ce que le sujet est le coût primaire du bateau? Oui, un petit peu. Il faut qu'il soit raisonnable. Par contre, il y a aussi un sujet de temps d'exploitation. Un engin comme celui-là, de notre avis d'industriel, et ce qu'a dit Naval Group d'ailleurs tout à l'heure, ne doit pas être programmatif. Ce sont des engins à faible coût, dont l'objectif est d'avoir des durées de vie, puisque les systèmes évoluent extrêmement vite, qui soient courts. C'est-à-dire que l'ordre d'idée d'une durée de vie d'un USV de ce genre-là sera la dizaine d'années, et pas 20 ans, 30 ans, comme peuvent l'être des programmes standards. Et donc ça veut dire qu'il faut optimiser les coûts pour faire des engins qui soient capables d'évoluer en permanence. Et un des grands rôles de l'industriel, c'est d'avoir un design évolutif permanent et d'avoir des engins qui ne seront jamais les mêmes. On n'est pas sur du programme standard à 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme peuvent l'être des frégates. On n'a pas cette capacité-là, on doit être agile, rapide, low cost. Sujet important. Je vais finir avec un sujet très amusant. Vous avez, pour beaucoup d'entre vous, vu les attaques qui ont été faites en Ukraine sur des navires russes. Et les Ukrainiens ont coulé le Moskva, qui est une unité de très forte valeur, à partir de jet skis bricolés. Un peu plus que des jet skis, mais des jet skis bricolés. Cette contrainte-là, elle a créé un trouble dans toutes les marines de premier rang. Ce trouble, c'était de se dire, finalement, en fait, la capacité de systèmes extrêmement simples à détruire un navire de premier rang est quand même extrêmement forte. Donc on se doit de créer un outil nous permettant d'apprendre à lutter contre ce genre de choses. La Marine, en juillet de l'année dernière, nous a notifié la réalisation d'un lot d'USV pour faire de l'attaque en meute. Et nous a dit, attaquez nos frégates, on va faire passer 4 frégates dans un entraînement et vous allez les attaquer et on va tester notre capacité à lutter. But du jeu, vous poussez à l'extrême la logique, on va faire des premières passes et à partir de la 3e passe, on tirera dessus. Vous comprenez immédiatement la logique économique associée à cela.
Si on tire dessus, s'ils valent un demi-million, autant vous dire que ça va calmer un peu tout le monde. Donc on a des logiques de coûts qui deviennent extrêmement contraintes. Cet engin-là, donc on a déployé une première meute. Je n'ai pas envoyé de film parce que c'était un petit peu lourd en termes de data. Voilà, ça fait une meute, là vous en avez 3 qui attaquent dans le bas gauche une frégate et qui foncent ensemble sur un même but avec une intention d'attaque qui a pour but de faire un entraînement. Les marins nous ont tiré dessus. Il y a un très beau film fait par le Journal de la Défense que vous pouvez trouver en ligne qui présente cette exploitation. Les marins nous ont tiré dessus, ont abattu plusieurs de nos drones. On est extrêmement content qu'ils aient réussi à les abattre. On rejoue cette année à nouveau avec la marine. On augmente la complexité. Et là aussi, on reste dans une logique de très forte contrainte éco, et cette fois sur le système lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que fonctionnellement, quand des fonctions drone, elles peuvent être vastes, ça peut être de la surveillance, ça peut être des systèmes de recording, de la carto, tous ces éléments-là sont nécessaires à faire un drone, de la cybersécurité, de la communication. Eh bien, vous avez des senseurs capables, des éléments capables techniquement de réaliser cette même mission, et donc on se doit de faire des choix. Prenons l'exemple aussi simple que la fonction vision. La fonction vision, vous pouvez la réaliser avec une caméra à 60 € achetée sur Amazon, et je n'exagère pas, jusqu'à une caméra à 1 million d'euros. Il y a donc une logique très forte de choix à faire en fonction de l'usage. Ces logiques se doivent de respecter la logique opérationnelle en permanence. Et donc c'est autour de ce sujet-là que je voulais condenser la présentation de ce qu'est un USV. Un USV, ça n'est pas une solution, ça n'est pas une technologie, c'est une multitude de technologies. C'est des choix à faire en fonction des fonctions qu'on veut réaliser. On peut les prendre ou ne pas les prendre. Typiquement, prenons l'exemple de la détection. Veut-on un engin qui soit capable d'éviter tout seul les autres, de lui donner des fonctions intelligentes, embarquées, capables d'être compliantes, d'être conformes aux règles du Colreg? Oui, non. Un petit navire qui est vendu moins de 100 000 €, il est hors de question que ce soit possible. C'est impossible dans le coût imparti. Donc, présentons-nous l'idée qu'un USV est une logique technologique, mais aussi et avant tout une logique économique. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de tenir le timing.